Bonsoir et merci à vous tous qui êtes présents dans notre Collège des Bernardins pour cette soirée qui s'inscrit dans le cadre de notre cycle Science et foi. Merci à vous également qui nous rejoignez, téléspectateurs de KTO, pour la retransmission de la première partie de notre rencontre. Dans le cadre de notre cycle Science et foi, nous avons aujourd'hui comme échange la question des chimères, à l'occasion de ces expériences étonnantes que les biologistes ont su mettre en œuvre ces derniers temps, semblant franchir les frontières des espèces et produire ainsi des réalités vivantes nouvelles. Nous sommes très heureux et très honorés d'accueillir ce soir Madame Ledouarin, qui guidera notre réflexion en ouvrant la rencontre de ce soir. Madame Ledouarin, grand merci de votre présence. Vous avez enseigné au Collège de France. Vous êtes membre de l'Académie pontificale des sciences depuis une dizaine d'années environ maintenant. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, en tout cas pour l'Institut de France. Vous êtes l'un des grands noms de la biologie contemporaine française. La spécialité de vos travaux notamment a porté sur le développement des embryons, le développement embryologique. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de votre compétence et de la faire partager au plus grand nombre, à vous qui nous suivez par la retransmission de KTO, à vous ici présents dans notre salle. Grand merci de nous aider à comprendre ce qu'il en est aujourd'hui de ces possibilités que la science contemporaine met en œuvre, de nous aider à situer aussi précisément quelles sont les questions qui peuvent se poser aux scientifiques qui opèrent ces franchissements parfois hardis entre les espèces en réalisant des chimères. Merci madame. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire que je suis heureuse d'être ici et que je remercie beaucoup M. Vincent Aucamp et les responsables de ce magnifique endroit de m'avoir invité. Avec la mission de vous parler des chimères et plus particulièrement d'éclairer le problème qui est posé là, est-ce que les chimères sont des monstres? Alors d'abord, le terme de chimère, d'où vient-il? Il prend ses racines dans la mythologie grecque. En effet, la chiméra était un organisme tout à fait curieux, composite. Et ici, j'en ai une représentation. Il faut utiliser ça. J'en ai une représentation qui n'est pas parfaite, mais qui devrait vous faire voir que c'était un animal, la chimère mythologique grecque, qui avait une tête de lion, un corps de chèvre et la queue d'un dragon. Alors, la chimère, en fait, c'est un être composite. Et pour les biologistes qui utilisent ce terme, et s'ils utilisent ce terme, c'est parce que ce terme correspond à un objet sur lequel ils travaillent, la chimère est en fait un être qui est formé de cellules qui ont des constitutions génétiques différentes. Elles ont des constitutions génétiques différentes parce qu'elles proviennent de l'assemblage de cellules ou de tissus qui proviennent de deux ou quelquefois plusieurs individus. Et par contre, qu'est-ce qu'on appelle monstre? Eh bien, ce qu'on appelle monstre, c'est quelque chose de différent en ce qui concerne sa genèse. Parce qu'il s'agit d'un être qui est organisé, mais dont la conformation s'écarte d'une manière très nette des normes auxquelles obéissent régulièrement les êtres du groupe naturel dans lequel il est né. Donc le monstre est quelque chose de spontané, ça n'est pas un individu qui est composé de cellules qui proviennent de plusieurs événements de fécondation, c'est-à-dire de plusieurs œufs ou zygotes. Le monstre provient du développement d'un seul œuf, mais seulement son développement est tout à fait anormal. Alors, je vais vous parler des chimères tout d'abord du point de vue de l'embryologiste que je suis, de la biologie du développement, parce que les chimères, c'est un moyen d'étude du vivant, c'est un moyen d'étude du développement embryonnaire. Et puis vous verrez à la fin de cet exposé qu'on peut aussi faire des chimères entre êtres adultes,
et vous verrez quelles sont les applications de cette pratique, c'est particulièrement les greffes d'organes, et puis quelles sont aussi les limitations de ces pratiques d'assemblage de tissus qui proviennent d'ensembles génétiques différents. Alors, les chimères, du point de vue embryologique, c'est quelque chose qui remonte loin. C'est-à-dire que c'est de fabriquer des chimères pour comprendre le développement de l'embryon, eh bien, c'est quelque chose qui a été fait au début de l'étude de l'embryologie dite causale ou expérimentale. Si on considère l'étude du développement embryonnaire, on peut dire que pendant le XIXe siècle, on a regardé, on a observé avec les outils dont on disposait comment les embryons de différentes espèces se développent. C'est-à-dire qu'il s'agissait de quelque chose où il n'y avait aucune intervention sur l'embryon, on le regardait. C'était quelque chose de tout à fait descriptif. Et puis, le mystère qui entoure la transformation d'une seule cellule en un organisme aussi complexe, constitué de milliards de cellules, comme une souris, comme un homme, même comme un insecte, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une des choses les plus belles que la nature ait produites. Mais l'homme a eu envie de comprendre comment cette transformation s'accomplit. Et pour comprendre comment cette transformation s'accomplit, il a décidé d'intervenir sur le déroulement de l'embryogenèse, c'est-à-dire de la formation de l'embryon. Et pour cela, il faut remonter à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec l'expérience fondatrice de l'embryologie expérimentale, qui est celle qui a été faite par Hans Spemann et son élève Hilde Mangold en 1924. Je vais vous montrer l'idée. L'idée, c'était de savoir si les cellules qui sont dans un certain endroit du germe, quand ils se forment, savent ce qu'elles vont devenir ou si elles vont devenir ce qu'elles deviennent parce qu'elles sont instruites par leur environnement. Pour le savoir, il a commencé à faire des associations, il travaillait sur les amphibiens, sur les tritons, entre des embryons de tritons qui avaient une différence qui était dans la pigmentation. L'un était pigmenté, l'autre ne l'était pas. Et ce que vous voyez là, ce sont deux étapes ou deux étapes d'observation d'un embryon. Celui d'en dessous, c'est l'embryon qui est encore jeune, vous voyez, c'est au stade bourgeon caudal, dans lequel l'embryon provient d'un œuf non pigmenté, mais on lui a greffé sur le côté exactement le même territoire que celui qu'on a enlevé, mais provenant d'un embryon qui était pigmenté. Et puis en haut, vous voyez l'inverse, vous voyez un embryon qui est pigmenté, sur lequel on a greffé l'équivalent. À droite, là-haut, vous voyez le système nerveux, l'œil à droite, il provient de l'embryon non pigmenté. Alors, quand on fait des associations de cette sorte, c'est-à-dire qu'on enlève une région, mais qu'on greffe exactement la même région, on dit qu'on fait des associations isotopiques. On voit simplement dans cette expérience qu'on peut reconnaître les cellules qu'on a greffées des cellules de l'embryon receveur. Mais Spemann a eu l'idée de faire une autre expérience parce qu'il a observé que quand l'embryon commence à se développer, vous voyez sur la droite ici, c'est la forme de l'embryon au moment où il va commencer à fabriquer son système nerveux. Et la première indication que l'embryogenèse commence, c'est la formation de cette petite encoche tout à fait à droite. Et cette petite encoche tout à fait à droite s'appelle la lèvre dorsale du blastopore et elle marque la face dorsale de l'embryon. Et c'est là que va se former le système nerveux, que va se former la colonne vertébrale et que va se former plus tard, un peu plus haut, la tête. Il a prélevé chez un embryon de race avec des pigments cette région et il l'a greffé, vous voyez, il l'a prélevé là sur un embryon pigmenté et il l'a greffé sur la face ventrale à l'opposé de l'embryon non pigmenté.
Et alors là, il a fait une greffe hétérotopique, c'est-à-dire il a changé l'emplacement. Et il veut savoir, est-ce que cette partie que j'ai greffée va se développer comme elle l'aurait fait si elle était restée en place? Et qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant à laquelle il ne s'attendait pas. C'est que cette petite masse de tissu, elle est restée assez petite, elle ne s'est pas développée beaucoup, mais elle a induit sur la face dorsale, sur la face ventrale, la même invagination que l'invagination normale qui se produit dorsalement. Le résultat de tout cela, c'est que